deux secondes, je ne veux pas prendre du temps beaucoup plus. Déjà, merci à François d'être là, merci à vous, spécialement d'être aussi là. En fait, c'est la deuxième rencontre de Souria Houria, les dimanches de Souria Houria. Et en fait, ça va commencer comme d'habitude. Farou avec François, ils vont discuter un certain temps. Après, il y a les questions et le débat. Et après, il y aura une signature des livres. On verra s'il a le temps. S'il a le temps, parce qu'il doit prendre en fait le train. Deuxième rencontre, ça sera le 29. Oui. Troisième rencontre le 29 juin. Vous serez aussi les bienvenus. Vous trouvez tout le contenu du première rencontre sur le site de Souria Houria. Il y a une rubrique spéciale qui s'appelle Les Dimanches de Souria Houria, où il y a toutes nos rencontres, il y a le contenu, il y a un résumé, un article qui fait toujours par Omar Asad qui est là. Et en fait, bienvenue. Et la vidéo, un texte, un résumé, des photos. Et le clip. Et le clip, il y a un clip par Alex qui est là. Alex, il est où? Il est plus là. Ah, il est là. Ah voilà. Il est là. Il nous a fait un truc. Pour le mardi. Et pour mardi, on va faire une annonce pour toutes nos actions. Ils sont là, toutes nos actions pour le mois de juin. Mais mardi, spécialement, merci de venir à 18 h devant le centre culturel syrien. Parce qu'en fait, on va faire un événement pour nos événements à l'élection présidentielle de cette mascarade. Si vous serez avec nous mardi, ce sera super. L'adresse, vous trouvez tout. En fait, il y a 12 rue de Tourville, métro, école militaire. Toutes nos actions, ils sont là sur une brochure où il y a toutes les adresses, toutes les actions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence, aussi nombreux que le dimanche 27 avril, peut-être même un peu plus, ce qui est un signe d'une demande, et j'espère qu'on pourra continuer ainsi longtemps, jusqu'à la chute du régime. Donc pas longtemps. J'espère. J'espère. Je remercie François Burga d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour les autres, je dirai quelques mots à son propos. François Burga est directeur de recherche au CNRS. Il a travaillé dans plusieurs pays arabes. Il est spécialiste, entre autres, spécialiste de beaucoup de choses, mais entre autres, de l'islamisme, pour lequel il a consacré 2 livres qui ont suscité un grand retentissement, qui ont eu beaucoup de retentissement et qui ont suscité beaucoup de débats, de controverses aussi. L'islamisme en face et l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda. Tous les deux aux éditions de la Découverte. Je vous conseille de les lire, ils sont importants. Et puis qui vient de publier avec Bruno Paoli un ouvrage collectif dans lequel on trouve peut-être une trentaine de contributions sous le titre « Douloureux, pas de printemps pour la Syrie ». Et ouvrage qui est quasi complet sur la situation. C'est-à-dire qu'il traite aussi bien des ressorts internes du soulèvement que de l'appropriation du soulèvement par les forces régionales et internationales. Dans la première partie du livre, la fabrication de la guerre civile, il traite de la stratégie du gouvernement, de la stratégie du pouvoir, mais aussi des modes de fonctionnement, des modes de mobilisation populaire, y compris l'usage de la vidéo, y compris l'usage des mots d'ordre, de la chanson, et puis des éclairages sur différents aspects partiels. Par exemple, un article sur les frères musulmans, un autre sur les alaouites, un troisième sur les Kurdes. Il y a un texte sur les Syriens sous occupation israélienne dans le Golan, un texte sur l'aspect humanitaire du conflit, etc. Et puis dans la deuxième partie,
l'appropriation ou l'exportation du soulèvement, comme c'est intitulé. Il traite de le rapport entre ce qui se passe en Syrie et les pays alentours, la Turquie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, la Palestine, mais aussi les monarchies du Golfe, etc. Je crois que c'est un ouvrage très complet. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi un article important sur les carences de l'opposition. Bon, c'est important. Alors, moi je pense que nous avons tous à l'esprit les confusions volontaires ou involontaires qui courent en France, mais pas seulement en France, à gauche et à droite, sur la situation en Syrie. Et nous nous interrogeons tous aussi, avec inquiétude de plus en plus, on ne constate rien qu'à parcourir rapidement les pages de Facebook, par exemple, il y a une grande inquiétude sur l'issue de la confrontation. C'est pourquoi je crois qu'il serait bon aujourd'hui qu'on partage notre rencontre en deux parties. La première, pour répondre à une question très simple, pourquoi et comment on en est arrivé là? Et la deuxième, et maintenant, on va où? Ou, si vous voulez, d'une manière un peu plus sophistiquée, quels sont les scénarios imaginables pour une sortie de la crise? Alors, la première question, je la pose tout de suite à François Burgat. Pourquoi pas de printemps pour la Syrie? Merci Fallot. Merci non pas tellement de m'inviter, mais merci d'exister. Merci de faire qu'on soit ensemble ici ce soir et qu'on puisse, je pense, se démontrer, et ça sera interactif, qu'il existe bien quand même une lecture construite, rationnelle de ce qui est en train de se passer en Syrie, et qu'il peut donc exister des positionnements, des actions, des combats politiques qui dépassent ce terrible atermoiement d'une partie des élites militantes européennes et arabes. Depuis que j'ai lu les paroles de Orwa Nirabiya, même si je vois dans le public des gens qui m'ont déjà entendu m'exprimer, peut-être même à plusieurs reprises, je ne peux pas ne pas passer par la case Orwa Nirabiya, qui a écrit, qui est le réalisateur du film Retour à Homs, que vous avez, je l'espère, vu, sinon que vous pouvez voir, il est en accès libre. Le producteur. Hein? Le producteur, pas le réalisateur, pardon, le producteur. Et Orwa, à qui on demandait pourquoi vous avez fait ce film, il a dit, mais moi j'ai fait ce film parce que je veux que l'on sache que contrairement à ce que disent les médias, contrairement à ce que pensent les experts, la crise syrienne, c'est une crise simple. C'est la lutte d'un peuple pour se libérer d'un dictateur. Et chaque fois qu'on se laisse prendre par les protubérances analytiques qui nous privent de rester en prise avec cette matrice explicative, on fait le jeu de quelqu'un dont on estime qu'il a fait son temps politiquement et qu'il devrait céder la main. C'est une crise simple, et ce qu'on doit faire, et qui est de plus en plus difficile à faire, c'est de déconstruire, hein, vous pouvez prendre toutes les métaphores que vous voulez, si vous voulez faire de l'orientalisme, vous allez dire les voiles, ou les protubérances, ou tout ce que vous voulez qui nous masque, jour après jour, semaine après semaine, cette réalité. Hein. La crise syrienne, ah oui, mais... La crise syrienne, ah oui, mais... Les chrétiens. Non, on est capable de déconstruire ce millefeuille de la communication du régime pour rester en prise avec la matrice de la crise, qui est la lutte d'un peuple contre une dictature terrible qui dispose de moyens tellement sophistiqués qu'elle arrive encore à faire croire à qui, par exemple, Dumas, le ministre des Affaires étrangères, qui nous dit il y a 3 jours « Oh, cet appel au peuple de Bachar ne manque pas d'ampleur ou de je ne sais pas quoi ». Mais ça existe. Hein. C'est un monsieur qui a été ministre des Affaires étrangères, et il peut se répandre sur le courage qu'a le président Bachar d'avoir recours à la consultation populaire. Donc je pense que chacun dans notre rôle, hein, et chacun avec nos moyens, il nous appartient de rétablir, de dégager la matrice problématique de la crise syrienne. La crise syrienne, je la résumais souvent en 2 mots, j'en ai rajouté un.
la crise syrienne n'a plus de syrien que le nom. La crise syrienne n'est plus syrienne. Je pense qu'il faut il faut prendre le temps de dire que l'on peut raisonnablement affirmer que si la crise était restée syrienne, que s'il n'y avait pas eu d'interférence étrangère, que si les Syriens avaient réglé entre eux leurs problèmes, la crise serait terminée et elle se serait terminée au bénéfice de l'opposition. Je crois qu'on a le droit d'énoncer cette réalité. C'est donc l'internationalisation, l'internationalisation, brûlons les étapes, on va dire régionalisation, non, l'internationalisation de la crise qui a fait qu'elle n'est plus maintenant entre les mains des Syriens. Cette internationalisation, vous en connaissez les termes, on va y revenir, elle a une première dimension qui est absolument essentielle, terriblement banale, elle est asymétrique. La somme des gens qui ont aidé le régime, non pas la somme des gens, la somme des efforts qui ont été déployés au service du régime s'est révélée plus efficace que la somme des efforts qui ont été mobilisés au service des oppositions. À nous de nous interroger pourquoi le camp des soutiens de Bachar, vous les connaissez tous, Russie, Iran et Liban par Hezbollah interposé, n'a pas dévié de sa ligne à garder une capacité constante à aller à l'essentiel, c'est-à-dire maintenir, non pas la superficie sociale du régime comme nous le susurrent des analystes, « Oh, c'est la preuve que quand même, Bachar, il n'était pas si abandonné que ça ». Non, Bachar a conservé une suprématie militaire absolue grâce à l'aide massive, on a oublié de dire ingérence étrangère, grâce à l'ingérence étrangère massive, parce qu'il n'y avait pas que le soutien diplomatique, il n'y avait pas que le soutien financier, il n'y avait pas que le soutien technologique, il y a eu l'irruption sur le terrain même de combattants par milliers, en même temps jusqu'à 7000. Mais le Hezbollah mobilise vraisemblablement une fourchette qui va au-delà de 7000. Mais il peut mettre sur le terrain jusqu'à 7000 personnes en même temps, des gens dont on sait qu'ils sont bien armés, bien entraînés, etc. Donc, cette internationalisation qui a fait évoluer la crise syrienne sur un registre très différent des printemps précédents, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu internationalisation dans le cas de la Libye, mais c'est peut-être sans doute parce que la crise syrienne s'est produite après la crise libyenne, qu'un certain nombre d'acteurs de la scène internationale n'ont pas voulu laisser se répéter ce qui avait été vécu. On peut après avoir des avis divergents, comme un certain nombre de raccourcis dans la légalité internationale, qui avait permis en gros aux Occidentaux d'assassiner un chef d'État en exercice. Et c'est parce que la crise libyenne a généré une réaction très ferme, notamment du chef de file de la Russie, que c'est refermé le verrou de l'internationalisation sur l'opposition syrienne. Donc, internationalisation asymétrique, dans le sens où ceux qui vont aider le régime, ceux qui ont aidé le régime se sont mis d'accord sur un agenda commun et n'en ont pas dévié. Il n'y a pas de tension massive entre l'Iran, le Hezbollah et la Russie. Alors que, dès qu'on passe dans le camp de ceux qui soutiennent l'opposition, on a une mosaïque d'agenda politique, une mosaïque de comportements. On a des régimes arabes qu'on va appeler conservateurs, plus la Turquie d'un côté, on a les Occidentaux de l'autre. Ils ne se sont jamais mis d'accord. Ils ont toujours eu des agendas substantiellement différents. Ils ne se sont pas mis d'accord sur le profil politique de l'entité qui devait, depuis l'extérieur, gérer la résistance à l'intérieur. Ils ne se sont pas mis d'accord sur la nature des moyens qu'ils étaient prêts à mettre au service de cette opposition qui se militarisait. Et puis, et ça, c'est peut-être sur ce terrain-là que j'estime avoir une légère, une plus-value particulière. J'ai 2 bébés, mais en fait j'en ai 3. C'est peut-être le plus vieux auquel je tiens beaucoup, c'est celui qui est dans la petite bibliothèque Payot, qui est ressorti au bout de 20 ans. J'ai retrouvé le livre sur un rayon à ma grande surprise. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ressortez ce livre? Et l'éditeur m'a dit, vous savez, quand un livre ressort au bout de 20 ans, l'auteur ne doit pas se plaindre. J'ai dit, non, non, je ne me plains pas, je suis ému. Mais j'ai commencé donc à introduire ces nuances dans la perception dominante du phénomène islamiste dans un livre qui s'appelle L'islamisme au Maghreb, la voie du Sud, qui a démarré sa carrière lentement chez Karthala, mais qui est ensuite passé, bon, il n'a pas pu passer... Il a démarré chez Karthala, mais maintenant il est chez Payot, dans la petite bibliothèque Payot. Donc depuis longtemps, j'ai, disons, souligné l'importance de cette fracture qui traverse les sociétés arabes.
et qui est l'une des composantes de notre difficulté à fonctionner de façon rationnelle avec les forces politiques du sud de la Méditerranée, et qui est cette dynamique islamiste. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'attitude des soutiens? Eh bien, dès lors que des poils de barbe apparaissaient dans une longueur qui était perçue comme excessive sur le visage de l'opposition, les soutiens occidentaux ont commencé à se retirer, à devenir hésitants. Il y a bien une corrélation parfaite entre la couleur politique qui va s'affirmer. Le paradoxe étant que nous avons contribué à ce que s'affirme cette radicalisation, parce que nous n'avons pas fait notre travail vis-à-vis des forces politiques qui auraient pu être autres que stricto sensu islamistes. On leur a organisé des colloques, des tas de trucs sympas, mais on ne leur a pas donné les moyens de se crédibiliser financièrement et militairement dans le tissu de la résistance armée à l'intérieur du pays. Donc, le processus, l'une des phases, mais c'est là-dessus que je vais m'étaler un petit peu maintenant, l'une des dimensions du processus de radicalisation des combattants syriens, c'est le fait qu'ils se sont trouvés les laissés pour compte du soutien militaire occidental. Et donc ils sont allés vers des réseaux de solidarité où les financements étaient un petit peu moins aléatoires qu'ils ne l'étaient dans ces forces qui étaient soi-disant les interlocuteurs privilégiés des Occidentaux. Il y a une troisième internationalisation. Il est très important, me semble-t-il, de la dissocier de ce que je viens de dire. Il y a un troisième phénomène qui a fabriqué le piège de l'opposition syrienne. C'est une autre forme d'internationalisation. Une autre forme d'internationalisation, pas les États arabes contre l'Iran et la Russie, non, autre chose. C'est le croisement dangereux de la dynamique politique protestataire syrienne avec une autre dynamique politique, régionale, ailleurs, le djihad global, la somme des laissés-pour-compte de scènes politiques locales, régionales, y compris occidentales, qui rêvent, qui ont une utopie de constituer un État, quelque part où les moyens militaires existent. Ils ont essayé, ils ont commencé en Irak, ils ont failli réussir, ça fonctionnait plus bien, ils se déportent sur la Syrie. Donc on a cette dynamique du djihad global qu'il ne faut pas traiter par-dessus la jambe, qu'il ne faut pas se contenter de criminaliser, qu'il faut prendre le temps d'analyser, qui est venu se greffer. C'est une internationalisation parasitaire. C'est un abcès politique qui s'est développé au détriment de la dynamique protestataire syrienne qui était déjà complexe en elle-même. Mais disons qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre que c'est la crise. On va voir qu'il n'y a pas que ça. Mais l'une des raisons pour lesquelles le visage de l'opposition syrienne s'est dégradé dans l'opinion internationale et jusqu'à un certain point dans certains compartiments de l'opinion syrienne, c'est qu'un autre phénomène politique, celui de la cristallisation de ce que j'appelle, ou je pense qu'il faut construire comme les laissés-pour-compte du politique contemporain. Et on va voir les machines qui les nourrissent, on va voir les machines qui les fabriquent. Si par hasard on avait quelque chose à voir dedans, il serait peut-être bon qu'on le sache, on pourrait nous-mêmes agir pour freiner le processus de fabrication de cette génération de radicaux islamiques. Mais disons que c'est la crise irakienne, les insatisfaits du système politique fabriqué par les Américains au terme de leur intervention, qui estiment qu'il y a trop d'occidentaux dans les parages et également trop de chiites, et donc ils vont rêver d'un espace politique où ils pourraient vivre politiquement en étant en situation d'hégémonie. Ils avaient commencé en Irak, ils vont profiter de l'affaiblissement conjoncturel de l'État, du régime syrien, pour poursuivre leur expérience à un niveau régional. Il faut le dire en ces termes-là, parce que sinon on a tous les amalgames possibles. On a « les Syriens, ils avaient l'air gentils, mais ils sont potentiellement radicaux ». Non, il faut déconnecter. Il y a bien eu une autre dynamique politique, qui est celle d'une dynamique régionale, d'extension du conflit irakien, d'expansion des territoires du djihad global. Qu'est-ce que c'est un djihadiste? C'est quelqu'un qui se bat dans une temporalité et dans une territorialité différente de la crise syrienne. Il se battait avant, il se battra après. Il se battait ailleurs, il pourra demain se battre ailleurs. Et il faut le construire intellectuellement comme ça pour comprendre comment ces deux dynamiques ont interféré. Pourquoi ces deux dynamiques ont interféré de manière extrêmement perverse? Parce que ces djihadistes ne sont pas venus, ces djihadistes sont le produit de trois
dynamiques, 3 actions concertées. La première, bien sûr, on commence doucement à la connaître, mais il faut la répéter sans arrêt. La première, il y a des djihadistes en Syrie parce que le gouvernement syrien voulait qu'il y ait des djihadistes. Et oui, mais bon, il faut le dire, le redire, mais pas s'en contenter. Il y a un danger, il y a des petits jeunes sur Facebook, ça ne suffit pas de dire Daesh égale milice. Il faut quand même comprendre la matrice qui fait que Daesh, c'est pas rien, et ça a une base sociale, et ça a des moyens, d'accord? Donc, la première dynamique, c'est bien sûr, bon, on le sait, mais non, on est entre nous, hein, au début, c'était très dur de le dire, mais le régime a libéré des centaines de djihadistes qu'il avait instrumentalisés successivement en Irak et au Liban contre Signora. Il les a miraculeusement libérés en mai 2011, d'accord? Alors, c'est pas simple, parce qu'une partie de ces djihadistes, on les retrouve dans des formations combattantes qu'on peut estampiller véritable résistance. Mais on les retrouve aussi massivement, ils sont allés grossir les rangs de Daesh ou de ISIS ou de... C'est plus difficile en français. E-I-I-E-I-L, hein. Daesh. Bon. Donc la première démarche, c'est bien sûr la démarche du régime, et cette démarche du régime, on va la retrouver dans la gestion de Daesh. Daesh ne reçoit pas de baril sur la tête. Daesh n'est pas, il y avait cette scène de Genève 2 que vous avez peut-être vue, où je ne sais plus quel Syrien brandissait son iPhone devant, je ne sais plus, c'était ministre des Affaires étrangères, il dit « Vous voulez que je vous donne les coordonnées du siège de Daesh à Raqqa pour que vous le bombardiez? Pourquoi vous les bombardez jamais ?» Et bien sûr, Daesh n'a pas mobilisé la même violence répressive que les autres compartiments de l'opposition armée. Et Daesh, et ça c'est un peu moins connu, mais il faut bien comprendre ça, Daesh, il y a une convergence d'intérêts. Daesh ne veut pas que le régime syrien tombe. Daesh ne veut pas que le régime syrien tombe, parce que si le régime syrien tombe, qu'est-ce qui se passe? Exactement ce qui s'est passé en Irak. Tout le monde se mobilisera contre eux. Donc Daesh veut perpétuer cet état de confusion qui lui permet de tenter son expérience politique. Qu'est-ce que c'est leur narrative, hein? Ils veulent faire un État islamique, démontrer la supériorité de leur modalité de gestion, leur appareil judiciaire, administratif, etc. Et ils veulent surtout pas que le régime de Damas tombe. Donc, bien sûr, ils ne sont pas venus au secours des gens de Homs. Donc, bien sûr, ils ne sont pas intervenus dans des conjonctures militaires où leur appui aurait pu être décisif. Et ça, il faut le comprendre. Ils ne veulent pas que le régime de Damas tombe. Et bien sûr, le régime de Damas veut que ces gens-là prospèrent, puisqu'ils sont l'épouvantail, ils sont bien sûr la confirmation physique de la réalité de la thèse qu'il a essayé d'exporter. Je suis attaqué par des djihadistes internationaux recrutés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, disons recrutés par les Occidentaux sur financement arabe conservateur. Et ça donne évidemment une réalité, une crédibilité. Alors, ces Daesh, ils viennent d'où? On l'a dit, ils viennent de la volonté du régime qui a facilité leur montée en puissance. Ils viennent de la crise irakienne. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le négliger, sinon on part en morceaux. Mais ensuite, il faut comprendre, il y a peut-être 78 nationalités maintenant dans Daesh. Hein. Il faut comprendre qu'ils sont les laissés pour compte des systèmes politiques à la fois, d'abord syriens. On entrait dans les groupes djihadistes parce qu'on ne trouvait pas chez les groupes normaux, non djihadistes, l'armement et les soutiens financiers qu'on attendait. Donc ils sont les laissés pour compte de l'institutionnalisation de la militarisation de l'opposition syrienne. Et ça, il faut prendre le temps de le dire, c'est extrêmement important. Pas dans le livre parce que c'était après, mais j'ai interviewé des commandants militaires du Front Sud qui disaient tu sais François, imagine qu'on soit 5 dans la pièce et il y a une belle jeune fille qui rentre et elle donne une rose seulement à l'un. Alors nous on est tous là à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas. Et c'était le sentiment qu'ils avaient d'être totalement délaissés parce qu'ils avaient 1 mm de poil de plus que celui qui recevait l'aide militaire américaine et saoudienne. Attention au contresens, les Saoudiens n'ont pas aidé les groupes djihadistes. Les Saoudiens ont aidé les groupes les plus square au début, d'accord? Donc ils n'ont pas aidé Daesh, c'est un contresens, et c'est bien de taper sur les Saoudiens, mais je veux dire, autant taper efficacement. Ils n'ont pas eu les groupes qui, dès lors, j'étais dans une voiture où le commandant devant a dit, tu sais, on n'a plus qu'une solution, c'est changer de nom. Je n'étais pas supposé entendre, mais j'ai entendu. Il faut changer de nom, parce qu'il s'appelait Ahl Sunna.
C'était too much. Et ils étaient dans un état de déprime aggravé à partir du moment où les armements leur étaient refusés. Hein, et vous connaissez, non, pas plus que moi, ni moi, je le connais vraiment, mais j'ai compris que des opérations militaires, c'est de l'argent. Vous montez une opération, vous achetez des munitions, vous achetez, etc., etc. Et donc là, on a un différentiel qui fait que les gens qui ne trouvaient plus de financement sont passés dans les groupes plus radicaux. Hein. Alors, juste pour mémoire, il y a une scission dans l'univers djihadiste, il y a un camp. Et moi, ça, je l'avais vu sur le terrain, sur la périphérie, des gens qui disaient, alors, c'est quoi Jabhat Nusra? Jabhat Nusra, tu veux que je te dise la vérité? Jabhat Nusra, c'est des saints. J'ai entendu ça un certain nombre de fois. Jabhat Nusra a une bonne réputation sur le terrain. Parce qu'ils sont beaucoup, d'abord, ils ont beaucoup moins de troupes étrangères. Ils ont remisé au second plan leurs objectifs de construction d'un État islamique imposant une norme inacceptable. Ils sont maintenant dans une logique qui est tout à fait comparable à celle des autres groupes combattants. Mais Daesh a continué à être un repoussoir utile de l'image de l'opposition et aussi à conserver une capacité d'attraction sur tout le djihadisme international. Donc l'essentiel des jeunes gens qui viennent. Alors qui sont ces jeunes gens? On prend le temps de le dire. On a dit tous les déçus du système politique irakien né de l'intervention américaine. C'est le noyau dur. Mais après, on a, s'ajoutant au laissé-pour-compte de l'institutionnalisation du camp militaire syrien. Mais après, on a bien sûr tous ceux qui sont les laissés-pour-compte d'un règlement politique, les Tchétchènes, bien sûr, il y a des Tchétchènes. De la même façon, ne l'oublions jamais, comme quelqu'un me l'a rappelé qui connaissait bien Poutine, la variable religieuse, elle n'est pas présente que chez les musulmans. Poutine, très chrétien, se venge de ses défaites en Afghanistan quand il vient casser du musulman en Syrie. Ça m'a été dit par quelqu'un qu'on peut considérer comme un de ses conseillers. Il dit « Ouh, c'est bien ce que tu dis, l'histoire de... Il veut faire un bras d'honneur aux Occidentaux. Mais tu oublies quelque chose d'important. Il se venge de ses défaites en Afghanistan. Hein. Donc, la variable religieuse, on va la retrouver chez des Tchétchènes qui viennent se venger de Russes, mais on va voir tous les laissés-pour-compte de l'intégration des musulmans sunnites dans des systèmes politiques très diversifiés, y compris le nôtre. Y compris le nôtre. Il y a un an déjà, je discutais ici à Paris avec quelqu'un qui me dit « Mais non, tu te trompes complètement, ils ne partent pas faire le djihad stricto sensu. Ceux qui partent avec leurs enfants et leurs femmes, ils partent, bon, je vais caricaturer en sens inverse, hein, mais ils partent parce qu'ils ont reçu un crachat sur le voile dans le métro. Ils partent parce qu'ils vont dans un pays où ils estiment qu'ils pourront vivre leur religion sans la contrainte de l'environnement occidental. Et donc ça, c'est aussi devenu une variable de la crise syrienne. Vous avez des tas de gens qui partent dans des zones dites libérées, hein, où ils estiment qu'ils vont pouvoir vivre leur religion sans entrave. Et évidemment, vous avez la crise égyptienne, et évidemment, vous avez tous les contre-exemples, parce que les printemps arabes ont tout un effet paradoxal. Les printemps arabes ont, dans un premier temps, asséché, en partie au moins, la fabrique de radicalisme, en donnant des possibilités d'expression institutionnelle à la périphérie de la société. Mais les déceptions sont très vite venues, et on voit bien sûr l'expérience égyptienne, c'est l'archétype qui nourrit la crédibilité des conduites de refus, qui font que maintenant les gens disent « Vous avez vu quand on la joue bisounours, où ça nous mène hein ?» Eh bien, on va reprendre la ligne droite du combat. Donc on a 60... Fouché l'a dit 60, mais 78 peut-être nations. Il y a des échantillons de la population du monde musulman sunnite qui s'estiment insatisfaits des formules politiques en vigueur et qui va donc grossir les rangs de cette structure très très paradoxale hein, qu'est Daesh, qui ne gêne pas militairement beaucoup le régime pour les raisons que l'on a dit. Et qui suffit très souvent à cautionner les attitudes paresseuses
d'une certaine catégorie d'élite arabe et européenne. On est tous dans le même panier, dès lors qu'il s'agit de se satisfaire d'un processus qui, quelque part, va empêcher qu'un peu plus d'islamistes apparaissent dans le paysage. Et c'est quand même ça le fond du problème, la crise syrienne. Est-ce qu'on va vraiment se battre contre le régime, sachant que les forces politiques qui vont gagner, nous n'avons pas opéré avec elles une transaction qui nous permette de les considérer comme légitimes et en prise sur les valeurs que nous aimerions pouvoir dire que nous les défendons tous. Donc, je pense qu'on va s'arrêter sur cette première dimension de mon incapacité à traiter cette crise multiforme. Mais très vite, si on veut réfléchir sur les terrains où il y a un espace d'action, où la réflexion peut nous aider, nous allons voir que c'est vraiment ma conviction, c'est cette fracture, c'est cette incapacité d'une grande partie des forces politiques et des gouvernements occidentaux à avoir une relation rationnelle avec la partie du corps politique, on va dire arabe pour simplifier, qui est médiane. C'est-à-dire, ça va peut-être déplaire, je sais, mais en gros, on ne peut pas faire de la politique avec cette région du monde en criminalisant totalement tout ce qui ressemble de près ou de loin aux frères musulmans. On ne peut pas. On va aller la tête dans le mur. Or, nous autres Français, dès le début de la Constitution, je vais me faire engueuler par certains dans la salle, mais dès le début de la Constitution du Conseil national syrien, nous avons râlé qu'il y avait trop de frères musulmans. On ne savait pas, je ne sais pas si on avait bien compris ce qu'on était en train de faire. C'était, pour nous, frères musulmans, c'était inacceptable. Ah d'accord, on refuse les frères musulmans, mais le spectre médian du tissu politique s'est radicalisé. Et maintenant, hein, on le verra dans la partie prospective, tous les rapports à peu près équilibrés disent, écoutez, il faut mettre le curseur de la communication et de l'action conjointe avec l'opposition arabe un tout petit peu plus au centre, c'est-à-dire, vous savez, il y a des groupes, on dit salafis, mais si vous regardez bien, moi, dit l'auteur Charles dans le rapport de Brookings, moi qui les ai côtoyés, qui leur ai posé, je peux vous dire que, bon, peut-être qu'on les catégorise comme salafis, mais ce sont tout de même des forces politiques avec lesquelles nous devrions être capables d'interagir, to engage. Hein. Donc, je pense que le terrain sur lequel se concentre notre effort intellectuel, puisqu'on n'a pas, nous, des armes à la main, c'est d'accepter l'idée que le territoire de la légitimité politique dans cette région du monde, en général, en Syrie en particulier, est plus large que celui que nous avons constitué comme tel au début de la crise. Bon, c'est suffisamment provoquant pour que je reçoive des primates pour la crème, et donc je m'arrête. Avant de passer à la deuxième partie, poser la question, d'accord, les frères musulmans, dès le début, avaient pris un peu l'ascendant au sein du Conseil national. D'accord. Mais pourquoi? C'est-à-dire pourquoi les autres forces politiques syriennes de l'opposition ont été à ce point incapables de s'imposer? Pourquoi cette indigence? Pourquoi ces carences? Pourquoi ces contradictions? Pourquoi cette manière de défaire ce qu'on fait? On fait quelque chose, on construit quelque chose, on le défait nous-mêmes immédiatement, etc. Bon, il est facile de dire, oui, mais tout ça c'est l'héritage de la dictature, c'est l'héritage de 50 ans de dictature. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que ce sont seulement les interférences, les contradictions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, etc. Ou bien qu'il y a quelque chose d'autre? On est tous devant cette question en permanence. Pourquoi l'opposition démocratique, séculière, disons, a été incapable de s'imposer face au courant islamiste? Alors, il faut redire une chose, comme dans le cas de la Libye, le malheur de la Syrie est d'avoir subi 40 ans de processus de désinstitutionnalisation. C'est-à-dire que, même pas les communautés religieuses d'ailleurs, mais le fonctionnement du système, c'est encore plus flagrant en Libye. Mais c'est la même chose en Syrie, consistait à passer à la moulinette la société pour empêcher que ne s'établissent les moindres solidarités transversales qui seraient perçues comme concurrentes du pouvoir du Baas.
Donc, sans avoir... Il faut quand même voir ce qu'on a demandé au Conseil national syrien. On l'a demandé sans unité de lieu. Un jour au Caire, un jour à Istanbul, un jour à Doha, sans avoir recours à l'instrument électoral, c'est-à-dire sans aucun instrument de mesure. Et là aussi, on a mis la barre très haut, notamment les Français. On a demandé à l'opposition syrienne de nous mettre au point une représentation institutionnelle, n'oubliant pas la moindre petite minorité et garantissant... Et on a eu des exigences institutionnelles qui étaient contradictoires avec les urgences de l'action. Et donc on a eu des exigences idéologiques et des exigences institutionnelles disproportionnées, déconnectées des exigences de l'action militaire. On aurait dû être un tout petit peu plus... Et vous verrez, il y a beaucoup à dire sur ce moment du processus. On a une part de responsabilité. Alors, mais maintenant, vous allez me relancer sur mes très très vieilles chansons. L'utopie politique du moment dans cette région du monde par le musulman. Ok, c'est tout. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que nous sommes dans une conjoncture historique où si vous voulez mobiliser, non pas la bourgeoisie urbaine ou un petit segment de la société, mais en profondeur, si vous voulez faire de la communication politique, depuis 20 ans ou 25 ans dans cette région du monde, vous devez mettre le « i » de islam dans le nom de votre parti. Pour des raisons historiques qu'on peut déconstruire, d'accord ? Et donc, il y a une espèce d'incapacité du regard occidental à comprendre que the real things, je suis désolé, ça se passe dans la partie de la population qui mobilise avec le lexique de la religion. The real things en termes d'épaisseur, de profondeur démographique. Alors on peut, après, dans des segments de la société que nous aimons bien, mais là je vais me faire trop d'ennemis, mais moi je les appelle le club des 3%. Le club des 3%, ceux qui ont eu 2,9% en Algérie en 1991, ou qui ont échoué à avoir 3% en Tunisie en 2012, ont une capacité à occuper un espace médiatique et imaginaire au nord de la Méditerranée qui est sans proportion avec leur ancrage dans les sociétés. Donc tant qu'on continue à vouloir faire de la politique avec la frange de la société qui, dans la langue que l'on comprend, nous dit ce qu'on a envie d'entendre, on va à la tête dans le mur. Et on doit commencer tout doucement à comprendre que d'abord on doit se déverrouiller sur le plan linguistique. Vive la francophonie, j'adore la francophonie, c'est la meilleure des choses, mais vive aussi l'arabophonie, vive aussi la capacité à communiquer dans la langue de la majorité de la population, et à faire cet effort intellectuel terrifiant d'admettre que le religieux, dans la conjoncture historique arabe, ne joue pas le même rôle que dans notre histoire à nous au nord. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris que la mobilisation du lexique religieux fait partie de la dynamique identitaire nationaliste, fait partie de l'affirmation, et donc, en dernière instance, du processus de libération, tant qu'on construit de façon mimétique le rôle du religieux chez l'autre avec le rôle historique du religieux chez nous, qui le délégitime, parce qu'on ne veut pas revivre. Chez nous, la libération a été de repousser la variable religieuse. Mais ce n'est pas la même alchimie qui se produit au sud de la Méditerranée. La variable religieuse, dite pour faire très très simple, théologie de la libération, c'est pas ça, mais pour dire que la mobilisation du lexique religieux n'a pas la portée réactionnaire, antinomique avec le processus d'affirmation des libertés qu'il a eu dans notre histoire à nous. Et Madame Banater, ça, elle ne peut pas le comprendre. Et tant qu'on ne comprend pas que la terminologie qui a été celle de notre émancipation n'est pas nécessairement, n'est pas obligatoirement la même chez l'autre qui est le produit d'une historicité différente. Parce qu'on ne peut pas comparer l'irruption du religieux dans le politique de façon parfaitement analogique. Sinon, on gomme les effets de domination. Quand un juif fait une crispation religieuse alors qu'il est en situation d'hégémonie politique, ou un américain, un néocon, c'est pas la même chose que quand un musulman qui sort de la période coloniale tient à brandir son islam sous le nez de l'environnement occidental. Et tant qu'on n'arrive pas à comprendre ça, on n'arrive pas à accepter la légitimité d'acteurs politiques qui sont pourtant au cœur de la mobilisation, quelle qu'elle soit. Et donc, on a ce différentiel qui s'est reproduit de façon très spectaculaire dans notre relation avec l'opposition syrienne. Une des raisons pour laquelle l'opposition syrienne s'est retrouvée démilitarisée et démonétisée, c'est qu'on ne lui faisait pas confiance.
c'était le syndrome, on vous passe la cuillère, hein, on veut bien vous aider à bouffer, mais la fourchette, si fois vous prenez l'idée de nous piquer les fesses avec, c'est trop dangereux, hein, donc vous mangerez avec la cuillère. Et c'est ça le discours de l'Occident à l'opposition syrienne depuis 3 ans. C'est on ne vous fait pas confiance, donc on va vous donner des lunettes de 1. Dans le rapport de la Brookings, je disais light arms et small weapons. Je disais, j'arrive pas à faire la différence. Ben si, light arms et small weapons. C'est tout ce qu'on peut donner à l'opposition syrienne actuellement. Alors bon, il y a un tout petit déverrouillage. Hein, on est déjà en train d'être dans la seconde perspective. Les États-Unis commencent à admettre non pas que l'opposition doit gagner militairement, mais qu'elle doit être moins démunie dans une optique de négociation. Et donc, au compte-gouttes, hein, arrive avec des systèmes d'empreintes digitales, des trucs extrêmement sophistiqués, des tout petits missiles contre les hélicoptères ou des missiles anti-tanks un peu plus sophistiqués. Mais jusqu'à présent, nous avons mis un embargo, alors que les Saoudiens et les Qataris auraient financé, nous avons mis un embargo très ferme au déplacement d'armes qui pourraient, et je ne dis pas que c'est simple, hein. Je ne dis pas que c'est simple, un missile anti-aérien pouvant descendre d'un avion civil, c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'il se promène dans n'importe quelle main. Et on sait déjà que certains armements donnés aux Croates sont arrivés dans les franges djihadistes, donc je ne dis pas que c'est simple, mais c'est ça la réalité. L'environnement international n'a pas donné à l'opposition syrienne les moyens de démontrer la solidité de son ancrage social. On a mesuré la révolte syrienne au progrès, à l'expression de la suprématie militaire qu'ont donné la Syrie, l'Iran. Bon, il y a eu des déclarations, un commandant iranien qui a dit Bachar al-Assad restera au pouvoir car nous en avons décidé ainsi, etc. On en est là, on en est à ce niveau-là. Et donc, bon, bah, c'est cela qu'il nous faut déconstruire, je crois. Donc, pour arrêter un peu, avant un quart d'heure, disons, pour des interventions ou des questions, il y a eu beaucoup de choses, il y a des choses provocantes, dites par François Bioca. Donc, je vous demande une seconde, soit de poser des questions, bon, soit d'intervenir, mais en essayant de ne pas trop vous étendre pour laisser le temps aux autres de prendre la parole aussi. Il y a une question là, une question, 3 interventions. Commençons là. Simplement, François, je voudrais savoir comment vous analysez la position de la Turquie, qui est un acteur important dans cette région-là. Au début de la Révolution, on a cru à un certain moment que la Turquie va jouer vraiment un rôle déterminant dans l'aide apportée à l'insurrection, à la révolte, au soulèvement. On a pensé peut-être que la meilleure chose, ça sera que la Turquie fasse en sorte de décréter une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la zone frontalière, pour que les forces de l'opposition auront une base arrière pour s'entraîner, même pour les réfugiés qui fouillaient les gens. Actuellement, c'est complètement flou, surtout qu'à travers de la frontière turco-syrienne, on a vu l'arrivée massive de ce qu'on appelait maintenant des djihadistes, des takfiristes, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu... on ne comprend plus très bien quel rôle vraiment joue actuellement la Turquie. Donc la Turquie. Anna. Bon, moi je vais répondre un peu par la provocation. Chacune de vos explications, c'est l'Occident a mal fait, nous la France on a mal fait, on a mal réagi, etc. Nous Syriens, puisqu'on est un certain nombre, qui voulons justement dire aux nôtres, arrêtons de dire c'est la faute de l'Occident et c'est la faute des Français et c'est la faute. Bon, sans ignorer évidemment toutes
les réalités objectives de ce que vous dites. Mais est-ce que c'est si simple de dire que les Syriens n'ont aucune responsabilité, finalement, dans le fiasco de leur révolution? Question importante. Il y a un monsieur ici avant. Hein? Oui, ma question, c'était la continuation de la question de Hannah. C'est que l'Occident, effectivement, je suis ravi d'entendre votre discours, il est excellent. Mais est-ce que l'Occident s'est trompé ou il a voulu se tromper? C'est exactement ce qui nous touche à nous, les Syriens. Je parle occidentaux, vous vous êtes trompé ou vous avez voulu vous tromper? Ok. Alors, moi, je voudrais savoir si, M. Burqa, vous pouvez répondre à cette question. Vous dites que les intellectuels progressistes qui représentent sur le terrain 3% occupent un espace médiatique bien plus grand que ce qu'ils représentent sur place, parce que de toute façon, les populations arabes, elles comprennent, peut-être que je vais le dire mal, le discours de l'islam. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les intellectuels progressistes laïcs ne font pas confiance à l'islam? Encore une question. Et puis, une petite question. Sur le plan politique, vous avez parlé des frères musulmans, de leur marginalisation, de la vie au niveau occidental par rapport aux frères musulmans. Mais vous ne voyez pas que les frères musulmans eux-mêmes, ils se sont marginalisés en n'ayant aucune position claire. Ils ont laissé le terrain être occupé par les djihadistes, par les extrémistes, et sans aucune manifestation médiatique pour dire leur opinion comme représentant de l'islam, entre guillemets, intermédiaire, par rapport à ce qui se passe dans les zones dites libérées, où ces troupes sévissent au nom de l'islam, alors que les frères musulmans sont des grands absents dans cette confrontation. Donc c'est aussi c'est d'abord leur responsabilité à eux. La Turquie, c'est très important. Je pense que la Turquie avait une posture claire au début, très claire. Et elle a fait marche arrière. Pourquoi a-t-elle fait marche arrière? Je pense, et j'ai de bonnes raisons de penser, pour des contraintes de politique intérieure. Très très nettement. J'étais il y a un mois et demi en Turquie à une rencontre franco-turque. Et évidemment, moi j'évoquais la crise syrienne, mais moi j'étais un dangereux révolutionnaire syrien. Y compris le monsieur de l'AKP, on a entendu de la part d'un panel, je dis bien d'un panel de Turcs, puisqu'ils représentaient toutes les positions politiques, le jus de radicalisme anti-opposition syrienne, la pleure sur les djihadistes, le fric que ça coûtait, le danger pour le pays, et qu'est-ce qu'on fout là? C'est-à-dire qu'on a eu l'impression, je ne dis pas que mon échantillon était scientifique, mais l'AKP, le Premier ministre, doit se battre à l'intérieur de la Turquie pour continuer à adopter une posture qui continue quand même à leur coûter très cher, ne serait-ce qu'au premier sens du terme, hein, qui est l'accueil des réfugiés, quand même dans des conditions raisonnablement bonnes. On aimerait pouvoir, nous Français, se féliciter en ces termes. Et ils ont eu, il faut savoir que la variable religieuse est venue polluer jusqu'à la scène politique turque, parce que pour discréditer la gauche laïque, on les traitait de sales Alevis, et les autres envoyaient du sunnite dans la figure. Donc on est arrivé à un état de débat interne complètement déconnecté d'une lecture rationnelle que peut faire un régime qui est issu d'une histoire où il y a eu une dictature militaire, où on l'a... C'était ça quand même la posture du... C'était pas, ils sont sunnites, on aide les sunnites, c'était quand même, il y a un printemps arabe, il y a une chance de voir un régime autoritaire tel que nous en avons souffert, passer la main pour quelque chose d'institutionnellement plus satisfaisant. Et on a vraiment le sentiment, et c'est ce qui nous a été dit tout le temps, c'est que la posture syrienne du gouvernement turc lui coûte très cher en termes de politique intérieure. Et que c'est une des principales raisons pour lesquelles, effectivement, et c'est pour ça qu'ils agissent, c'est-à-dire,
ils ne se mobilisent pas sur le verrouillage des frontières, la logistique des forces combattantes, quelles qu'elles soient, on va dire, n'est pas obérée par l'attitude des Turcs. Mais ils ont baissé d'un ton, mais ils ne sont plus du tout sur la posture qu'ils étaient au début. Je pense que c'est ça la situation. Il n'y a pas aussi le fait que, pour intervenir militairement, parce que créer une zone d'interdiction aérienne, c'est une opération militaire. Et est-ce qu'il n'y a pas une... ils ne sont pas limités par leur adhésion. En face, il y a la Russie, de toute façon. Oui, non, oui, je veux dire le fait qu'ils sont de l'OTAN, quand même. D'une part. Et puis, je pense que les appétits interventionnistes sont quand même verrouillés par la fermeté de la posture de la Russie actuellement. C'est pas la peine de le nier. Et de l'Iran, qui a une capacité militaire. Est-ce que la Turquie a envie de se confronter avec un pays qui est adossé à l'Iran, dont on sait maintenant qu'il a des capacités aériennes non négligeables, etc. etc. La faute à qui? Donc chacun, on est dans notre rôle. Je pense qu'effectivement, je suis plus à l'aise à souligner, à balayer devant ma porte qu'à dire les carences de l'opposition syrienne. Mais j'ai dit les carences de l'opposition syrienne quand j'ai dit qu'il faut bien comprendre qu'on a demandé au Conseil syrien de faire l'impossible. C'est-à-dire qu'on a demandé d'accoucher d'une structure institutionnelle complètement fonctionnelle, avec des exigences extérieures à la fois idéologiques et représentatives, sans recours à l'outil électoral. Bon, mais je vous laisse le soin de dire que, bien sûr, cette incapacité de la société en exil à s'institutionnaliser souligne vraisemblablement un certain nombre de contradictions au sein de ceux qui en étaient les acteurs. Parce qu'il y a eu des tentatives individuelles, il y a eu des ambitions personnelles, il y a eu... je n'en fais pas le facteur essentiel ou principal. Je pense que la société syrienne est sortie de la moulinette de 40 ans de bacharisme qui ne l'aidait pas à faire émerger un leadership unifié, qui est la grande carence actuelle. Hein, tout pourrait changer, c'est en train de se faire lentement, mais tout pourrait changer si on avait un leadership unifié, ne serait-ce que sur le terrain militaire, et bien sûr comme interlocuteur diplomatique. Mais bon, je crois que c'est à vous de dire, de souligner les faiblesses de l'opposition syrienne. L'origine de la posture occidentale, il faut l'historiciser. Hein. Pourquoi on s'est mis à soutenir la Syrie? Prenons la France, faisons du franco-centrisme. On a pris... Jusqu'à la dernière seconde, on a soutenu les dictateurs. Il faut quand même bien rappeler le passé, hein, donc là, vous n'y échappez pas. Mais nous avons donné le prix, je dis, entre les deux tours d'élection où le régime bourrait les urnes d'une main, les prisons de l'autre. Alain Poher est quand même venu donner le prix des droits de l'homme et de la démocratie à Moubarak. Bon, d'accord. Donc jusqu'à la dernière minute, on a eu, comment s'appelle notre cher ministre de l'Intérieur, Ali Omari. Jusqu'à la dernière minute, Ali Omari a dit « Vous voulez pas des matraques plus courtes, on peut taper de moins loin, etc. » Bon. Et nous avons pris cette formidable gifle sur la joue droite, et après nous avons pris la gifle sur la joue gauche égyptienne. C'est dans cet état d'esprit, et seulement dans cet état d'esprit, que de façon relativement cynique, nous avons dit « On ne peut plus mettre nos œufs dans le panier des peuples qui se rebellent. Il faut les mettre de l'autre côté. » Et ça a donné notre posture très volontariste, notre posture libyenne. D'accord ? Dans la foulée, nous avons eu, il y a eu un certain nombre, il y avait une partie de cynisme et il y avait une partie de réalisme. Je rappelle tout le temps avec émotion les paroles d'Alain Juppé à l'Institut du monde arabe en avril 2011 où il dit, bah tiens, on a commencé à comprendre, dorénavant, j'ai demandé à nos diplomates d'établir le contact avec la totalité des forces politiques pourvu qu'elles abandonnent la violence, y compris les groupes islamiques. Hein, ils ont discuté, paraît-il, 2 jours s'ils devaient dire islamique ou islamiste. Non, islamique, c'est moins méchant. Hein, et donc, il y a eu cette posture qui est une posture réactive et cynique. Voilà. Et après, il y a eu les résultats des premiers scrutins. Oh là là. Après qu'on nous a expliqué qu'il n'y avait plus d'islamistes, qu'ils n'étaient plus là, il n'y en avait plus un seul, on ne les avait pas vus dans les manifs, etc., etc. Et on a du 66% en Égypte. On commence à se dire, oh là 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 là, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de casting? Et depuis, le processus va aller en s'amplifiant. On a un malaise très perceptible. Nous ne sommes pas capables d'établir une relation rationnelle avec, y compris des acteurs comme Rached Ghannouchi. Souvenez-vous que la France a mis 15 jours, 3 semaines, je pense, avant de prendre acte de l'élection de Rached Ghannouchi, qui sera, je vais vous donner un scoop, à Paris le 20
c'est vraiment le scoop de chez Scoop, hein. Le 20 de ce mois, selon toute vraisemblance, à l'Académie diplomatique. Donc peut-être, si ça vous intéresse de lui poser des questions ou de le brutaliser, il y aura donc une rencontre avec ceux que, et ça me permet de faire la transition, moi mon bréviaire, c'est pas vive les islamistes, c'est vive quelqu'un comme Monsef Marzouki, par exemple. Je sais, on l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui dit le monde, dans cette conjoncture, sera dirigé par des laïcs modérés et des islamistes modérés. Ces gens-là existent, je les ai rencontrés. Nous sommes dans une conjoncture où la gestion de cette région du monde se fera avec les deux composantes modérées de deux familles historiques produites d'une historicité concurrente, parallèle, tout ce qu'on veut. Et par contre, le discours éradicateur qui continue à nous chatouiller, à nous gratouiller et à bourgeonner un peu partout, ne peut pas permettre de penser la conjoncture politique. On peut détester, et je l'admets parfaitement, on croit que moi je suis païen. Je n'ai absolument aucune empathie avec le discours religieux, mais j'observe et je dis qu'on fait de la politique avec une société telle qu'elle est, pas avec la société telle qu'on souhaiterait qu'elle soit demain. Et peut-être la plus mauvaise manière de faire qu'elle soit comme on voudrait qu'elle soit, et c'est de s'opposer à son état actuel sur un mode émotionnel et réactif. Donc, bon, pourquoi les intellectuels progressistes laïcs, d'où vient le problème? C'est l'historicité du nationalisme arabe laïque et puis de l'islamisme. Mais je veux dire, ces intellectuels arabes, démocrates, laïcs, ne sont pas des fondamentalistes de la laïcité. Voilà, ça n'a rien à voir. Non, je veux dire, quand on pense au TILAF aujourd'hui, à la coalition par exemple, quand on voit sa composition, bon, ce sont tous de bons musulmans, disons. Bon, mais ce ne sont pas des intégristes. Ils font partie de cette composante modérée des intellectuels laïcs qui ont tout à fait leur place. Voilà, très bien. Mais il n'y a pas que ça. Et ce sont eux qui n'arrivent pas à avoir le soutien le soutien sérieux de l'Occident. Ah, on est d'accord. Mais voilà, on est d'accord. Je veux dire, on pense, c'est-à-dire quand on parle, nous, des islamistes, on parle des djihadistes, et pas des forces qui se réclament. On est tout à fait d'accord. Qui se réclament de l'islam, tout simplement. Notre peuple est musulman, majoritairement. Mais c'est nouveau. Mais c'est nouveau. La ligne de fracture est longtemps passée. Et personne ne prend des attitudes provocatrices contre cette chose. C'est pas là la question. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de la lutte anti-religieuse, anticléricale. Mais je crois que la question de notre ami, c'est que s'il y a dans la société syrienne des secteurs, à la fois parmi les minorités d'abord, parmi les minorités religieuses, et parmi dans la gauche, parmi les intellectuels, etc., une crainte de l'islam, entre guillemets, c'est-à-dire l'islam dans toutes ses manifestations excessives, mais c'est parce que ces manifestations sont excessives. Mais justement, c'est pas parce que ce sont des musulmans comme nous le souhaitons, comme vous le souhaitez, c'est-à-dire ces musulmans modérés qui ne sont pas des fondamentalistes. Je pense qu'on est tout à fait d'accord, mais combatifs. Il n'en reste pas moins que la ligne de fracture est longtemps passée, non pas parmi les gens qui parlent musulmans de façon modérée, mais il y a eu un discours éradicateur. Quand je stigmatise le parti des 3%, je stigmatise la logique éradicatrice. Je ne stigmatise pas les intellectuels laïcs. Parce que je vous dirais que des intellectuels laïcs, il y en a parmi les frères musulmans. Le discours assumé par les formations de l'islam politique est un discours laïque depuis longtemps. Il faudrait peut-être quand même qu'on prenne le temps de s'en apercevoir. En 1980, au cœur de la fracture de Hama, bon, ce que dit, alors après on va dire, mais il y en a qui respectent pas, mais ce qu'assume le mouvement des frères musulmans syriens, vous pouvez le retrouver très très facilement, il est publié d'ailleurs dans l'ouvrage. C'est un discours laïque qui dit, attention, il n'est pas question pour nous d'exclure sur une base sectaire d'autres composantes. Ils disent aux alaouites, on ne vous en veut pas en tant qu'alaouites, on vous en veut parce que vous êtes identifiés à l'appareil de répression, mais il n'y a pas... Et la dernière charte des frères musulmans syriens 2012
faut arrêter d'opposer islamisme et laïcité. La composante de l'islam politique, qui est la matrice première du tissu politique arabe maintenant, est laïque. Alors, il faut arrêter d'opposer ce qui ne devrait pas s'opposer. Et je pense on doit pouvoir converger sur cette formulation de Marzouki, qui n'est pas mon idole. Mais je veux dire, bon, mais après, mais Marzouki, il a eu la force de dire, on ne s'en tient pas à un discours éradicateur. Tout ce qui nous éloigne du discours de l'ironie éradicatrice du tissu politique tunisien nous rapproche de solutions politiques viables. Mais ça ne veut pas dire, moi je ne suis pas content qu'il y ait des poils de barbe dans le potage. Je dis, il est difficile de faire du potage actuellement dans cette région du monde si on ne met pas quelques poils de barbe. Et après, on discute sur les implications, le statut, le discours politique, les points d'ancrage institutionnel et constitutionnel de formation tels que les frères musulmans est un ancrage laïque. Alors, on peut chercher, hein, on a cherché beaucoup dans la constitution tunisienne. Bon, la constitution tunisienne a été adoptée avec un parti qui était soi-disant sur le point d'institutionnaliser la théocratie religieuse. Donc, je pense que si on est bien d'accord sur ce qu'on met derrière les mots et que on peut converger déjà sur l'idée que la laïcité est un point de passage indispensable de la transition politique, mais il faut qu'on arrête de nous dire qu'elle est antinomique avec la présence de ces forces politiques que l'on a exclues, consciemment ou inconsciemment, ce qui fausse jusqu'à ce jour la relation institutionnelle des Occidentaux avec l'opposition syrienne, et notamment avec son expression militaire. Bachir. Comment vous arrivez, M. Belga, à marier la hakimiyya au laïcisme, à la laïcité? Comment n'avez-vous pas réussi à construire une perception plus réaliste du champ de l'islam politique que la référence à la hakimiyya? D'accord? On peut, mais oui, non, mais ça existe comme une référence idéale, et puis après, il y a des acteurs politiques issus d'un moment de l'histoire, ils prennent des positions, ils s'engagent, ils font des déclarations. Vous ne pouvez pas toujours les renvoyer à la caricature de la théologie et de la hakimiyya. Vous devez voir la charte des frères musulmans, elle est aussi dans le livre, mais vous pouvez la googler. L'un des sites qui l'a reproduit, c'est l'Orient le jour à Beyrouth. Vous faites charte des frères musulmans mars 2012. Alors, vous pouvez dire ce sont des menteurs. Après, on peut entrer dans la logique du double discours, bien sûr. Bon, mais des menteurs en politique, si on se met à les compter, on va en trouver beaucoup. Mais on doit quand même parler sur des choses qui sont autres que des stigmatisations ironiques à une réalité qui n'est plus celle que l'on voudrait qu'elle soit. On construit un épouvantail et on tape dessus. Non, on doit quand même se donner les moyens de voir si l'épouvantail est bien ce que nous disons qu'il est. Et puis peut-être qu'après, ça va faire avancer le schmilblick. Monsieur. Merci. Écoutez, je souhaite faire deux commentaires. Un commentaire, en fait, sur la position turque. Un peu plus fort aussi. Je n'ai pas beaucoup de voix, je me mets debout comme ça. Je souhaite faire un commentaire sur la position turque vis-à-vis de la Syrie, ou le conflit en Syrie, et la position de l'Occident aussi. Le turc, je suis d'accord, totalement d'accord, que le kémaliste en Turquie n'était jamais pour quelque chose, de faire quelque chose avec les pays arabes. Ça, on le sait très très bien. Ils sont toujours en opposition, ou bien les kémalistes aujourd'hui en Turquie sont contre l'intervention de la Turquie dans l'espace syrien. Mais la Turquie, il y a d'autres problèmes. Quand on voit l'intérêt de la Turquie dans la région, ses intérêts et son stratégie ne poussent pas la Turquie à intervenir en Syrie. D'abord, le problème de la Russie qui est juste à côté, le problème de l'Iran de l'autre, qui pèse énormément sur la situation turque, beaucoup plus que même l'Irak actuellement, et la Syrie, et une partie de Liban. La Turquie est un pays de 80 millions d'habitants. Ils ont besoin d'énormément d'énergie, ils ne possèdent rien du tout. Et le futur de l'énergie, en fait, turque, il doit venir soit de l'Iran, soit de la Russie. Ou bien
toute l'énergie, comme gaz, comme huile et tout ça, devrait être transférée par des pipelines à travers la Turquie. Et la Turquie a un intérêt énorme dans cette affaire-là, parce qu'elle dépense des centaines ou des pratiquement, je n'ai pas encore calculé en fait le coût pour la Turquie pour l'air et l'énergie, parce qu'en fait elle ne produisent rien, le Turc. Il n'y a rien en Turquie. Donc c'est un composant qui peut représenter 20% de l'économie en fait turque. D'autres problèmes dans la région pour la Turquie, vous avez les Kurdes en Syrie qui peuvent être activés par le régime syrien, on l'a vu plusieurs fois. Et les Turcs ne veulent pas entrer dans ce problème-là. Plus, vous avez quelques millions de Alaouites en Turquie qui sont très actifs, surtout dans la région d'Antioche. Alors, quand il s'agit de la position occidentale vis-à-vis de la Syrie, pourquoi voulez-vous que l'Occident donne tous ces moyens? L'Occident regarde quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent, les Syriens donnent en retour? Les Syriens n'ont pas les 5 000 € pour payer chaque soldat occidental pour intervenir en Syrie par jour. C'est ça, ça coûte ça. L'Arabie saoudite ne veut pas payer, et ça c'est totalement clair. Le Golfe, les pays de Golfe ne veulent pas payer. Ils ont payé pour le Koweït en 1991, parce que le Koweït fait partie, en fait, c'est éminemment plus dangereux que la situation syrienne. La Syrie est loin de l'Arabie saoudite, loin de Golfe. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite ne veulent pas, ils veulent pratiquement maintenir la situation en Syrie. Le Qatar est exactement pareil, avec des intérêts opposés. Et en plus, l'Occident regarde le système syrien et tout ça. L'Irak, ils peuvent finalement le maîtriser. La Syrie, il suffit simplement de mettre quelques pressions pour arrêter les choses. Mais ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est en fait l'Iran. L'Iran a une position absolument fondamentale dans la politique occidentale aujourd'hui. On voit l'Occident est en train de négocier tous les problèmes nucléaires avec l'Iran, mais aussi les hommes d'affaires occidentaux, français, britanniques, américains et tout ça, ils ne font que des voyages en Iran pour évaluer en fait la situation économique là-bas et le marché à venir et le gain qu'ils peuvent faire à partir de l'Iran. En plus, l'Iran, si vous voulez, la position de l'Iran, les Américains vont sortir de l'Afghanistan l'année prochaine, ou à la fin de 2014. Pourquoi voulez-vous que, en fait, les Américains se mettent à dos avec les Iraniens aujourd'hui? Ils veulent la protection de l'Iran. L'Iran aujourd'hui est la seule, en fait, pays qui a la puissance pour garder les intérêts américains en Afghanistan après le retour ou après la sortie des Américains de l'Afghanistan, et ensuite est un pays énorme qui a un point énorme dans l'Asie centrale, où l'Occident regarde l'Asie centrale, c'est tout à fait... Merci. Voilà. Merci. Anas. Je me permets juste de revenir un peu au livre, surtout au titre. Que sur le titre. Emprunté à Hitchcock, non? Debout, c'est mieux, on entend mieux. D'accord. Je vais essayer de parler plus fort. Je reviens au titre, à votre livre, Pas de printemps pour la Syrie. Ceux qui ont vécu les débuts de la révolution, vous-même vous étiez à Damas, dans le printemps de 2011, ils ont senti ces mouvements, ce mouvement dans une société qui était quasiment en commun depuis un demi-siècle. Pour ça, le printemps, c'est justement pour apporter un peu plus d'optimisme, c'est une saison éphémère qui s'inscrit dans une dynamique, dans un cycle de vie. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie, a permis à la vie de reprendre ses droits et de remettre ce pays en mouvement. Pour ça, certes, maintenant le cycle, il n'a pas davantage, mais on ne peut pas s'arrêter là en disant ce qui s'est passé, c'est dramatique, ou il n'y a pas de printemps pour la Syrie. Si, certes, il y a eu un printemps en Syrie. Et c'est un vrai printemps qui a déclenché un cycle de vie et qui est maintenant en mouvement. Et ce dynamique-là, qui va permettre à intégrer les islamistes et les autres, voilà, il y a encore, l'histoire fera son œuvre, mais aujourd'hui, au moins, on est en train de bouger. Après, c'est juste, je me permets aussi de revenir sur le travail que vous avez fait avec Romain Caillé, qui est dans l'analyse sur je pense vraiment parce qu'il est extrêmement intéressant à rappeler même de façon résumée,
sur les mécanismes que le régime a mis en place pour radicaliser le mouvement et jouer les minorités et les liens entre les minorités et le régime. Voilà. Ok, merci. Vous avez un commentaire sur ça? Moi, je peux dire 2 mots sur la deuxième partie. La première partie, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez ajouté, monsieur, sur les considérations qui ont motivé les Occidentaux. Moi, je suis resté sur une espèce de tempo, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mais après, si on va, je rajouterais simplement que cet acteur envahissant, dont on n'a pas prononcé le nom, et qui est un petit pays de la région, vraisemblablement n'est pas si désespéré que ça de voir cette situation où s'affrontent tous ces ennemis de la région se perdurer. Hein. Donc on pourrait rajouter cela. Mais effectivement, il faut pour décrypter l'agenda américain, il faut parler, comme vous l'avez fait, de l'Iran. Mais bon, on peut dire un mot. Oui, bien sûr, bon, la liste des manœuvres qu'a utilisé le régime pour... bon, j'en ai cité, pas dans le livre, il y en a dans le livre, mais j'en ai des plus récents. J'ai Abou Georges interviewé pas de Hamidi, je vais me tromper, quel est le quartier de Homs où il y a beaucoup de chrétiens? Qui raconte comment les trucs qu'ont mis en place le régime pour faire peur aux chrétiens, qui était extraordinaire. Il dit, nous, bon, c'est vrai, je reconnais, on n'était pas à l'avant-garde des manifs du vendredi. Mais les manifestants, ils traversaient notre quartier. Et dès qu'ils rentraient dans d'autres quartiers, ils changeaient les slogans, ils devenaient rien que pour nous. Islam, Masihiyé, Bedna al-Huriyé, ou bien Sha'ab Souri, Wahid, Wahid, Wahid. Donc c'est un petit clin d'œil aux chrétiens, on est avec vous. Bon. Arrive là-dessus, au bout de 3 semaines, même pas, les mukhabarat qui demandent aux gens de Hamidiyé, il faut libérer des appartements au sommet de chaque pâté de maison. Pourquoi? C'est pour vous protéger. Pour nous protéger de quoi? Des bandes armées. Il faut vous protéger des bandes armées. Mais les bandes armées, les manifestants, ils passent tous les vendredis chez nous et ils disent Islam, Masihiyya, Bedna al-Huriyya. Ah non, il faut vous protéger. Bon. Et ça, c'est un exemple parmi des dizaines des procédés qui ont été employés pour déstabiliser la communauté chrétienne. Bon, avec de magnifiques exceptions. Hein. Il y a l'appel aux évêques de Damas qu'on reproduit de Nebras Shahayet. L'appel aux évêques de Damas. Qu'est-ce qu'ils en prennent plein la gueule, les évêques de Damas? Dès le mois de mai-juin 2011. Hein. Mais ça va fonctionner. Il y a une autre méthode qu'il faut rappeler, c'est que l'usage de la violence a été... On s'est accroché l'autre jour avec quelqu'un qui disait « Le régime ne fait pas de différence selon que tu es alaouite, chrétien ou sunnite. » Bah si, malheureusement. Il en fait. Il en fait. Et l'usage de la violence a été très sélectif selon la confession des gens. Je disais, j'emploie l'expression, seuls les Druzes ont eu le plaisir de connaître l'odeur du gaz lacrymogène. Il n'y a jamais eu d'usage de gaz lacrymogène dans les quartiers sunnites. Dans les quartiers sunnites, c'était les tirs. Et là, bon, sur le site de Vladimir Glassman, vous avez peut-être lu, sinon faites-le, le témoignage d'Ahmed Klass, qui explique de l'intérieur du régime, il dit, nous, on a vu les commandos, et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des Kurdes alaouites. Je ne savais pas que ça existait, mais ils avaient quand même amené des commandos de Kurdes pour, en dehors de toute intervention de la hiérarchie policière, tirer à balles réelles sur les manifestants à Hama. Et moi, j'avais interrogé les manifestants à Hama au lendemain du grand massacre, et donc j'avais les 2 bouts de la chaîne du témoignage. Les gens de Hama me disaient « Wallahi, François, on avait acheté des roses. Wallahi, crois-moi, une rose, c'est cher. » Eh bien, on avait tous une rose, et on s'avançait comme ça, et ça s'est mis à tirer de partout, des commandos qui étaient arrivés. Donc la répression a été extrêmement sélective, il s'agissait de radicaliser les sunnites, hein, il fallait parler laïque et sunniser la révolte, il fallait sunniser et radicaliser la révolte, et bien sûr, le régime, jusqu'à un certain point, y est parvenu. Oui.
Je voulais vous poser une question sur la laïcité, sur ce que vous vouliez dire entre laïcité et, par exemple, les frères musulmans ou les religions, ou l'islam. L'islam, pour moi, c'est une religion politique. Et vous savez très bien que la laïcité, c'est vraiment séparer la religion de la politique, comme on a fait dans les temps avec la Révolution française et tout. Donc, ce lien entre la religion et la politique ne peut pas devenir laïque tant que il y a ce pouvoir, ou si vous voulez, avoir le pouvoir politique dans une religion, que ce soit musulmane ou autre. Dès qu'on veut arriver au pouvoir, et ben à ce moment-là, on n'est plus laïque. La laïcité, c'est accepter l'autre dans ses croyances et dans ce qu'il est vraiment en tant qu'être, dans tout. Donc, est-ce qu'il y aura un jour vraiment, par exemple, si c'est vrai qu'il ne faut pas les écarter, il faut faire avec, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres qui ont vraiment, comme nous, ils ont leurs convictions, leurs croyances, ils ont tout. Mais est-ce que vraiment, ils arriveront vraiment à cette laïcité, ça veut dire pas seulement à séparer l'État de la religion, mais accepter l'autre en tant que personne qui est autrement, qui a d'autres convictions, qui a d'autres croyances et tout. Est-ce que le monde arabe arrivera vraiment un jour à accepter ça? Merci. Reis? Oui, alors, moi, je vais dire peut-être quelque chose on n'a pas parlé d'Israël. Ah oui. Si, justement, j'ai dit le petit pays dont on n'a pas parlé. Attendez, je termine. On n'a pas parlé d'Israël et je ne veux pas faire comme nos régimes arabes qui disent tout le mal vient d'Israël et qui ne font rien contre. Bon, mais quand même, c'est-à-dire l'influence sur l'Europe et les États-Unis, pour ne pas intervenir dans l'affaire syrienne, c'est beaucoup Israël. Il y a encore quelques jours, il y a eu un long article dans Israël aujourd'hui qui est traduit de l'hébreu en arabe et qui disent que nous, ce qui nous arrange, c'est des régimes comme Sisi et comme Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'on a à faire avec leur liberté, leur démocratie, c'est dit extrêmement clairement et c'est presque la voix off de Netanyahou, ce quotidien qui est distribué gratuitement, paraît-il. Donc voilà, moi je me dis, là aussi c'est un élément. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie, mais je pense que vous ne l'avez pas oublié dans votre livre, je ne sais pas, en tout cas je ne... Non, on fait parler Mounir Fakhreddine, on a fait parler des Syriens du Golan. C'est encore une problématique étonnante, hein, ce qui s'est passé à Magdal Shems. Bon, mais on ne peut pas, mais disons, le dossier israélien ne se réduit pas à une variable simple. Les Israéliens, pour eux, il y avait deux Bachar. Le Bachar sur le Golan, vive Bachar. Voilà. Meilleur adversaire, tu meurs. Mais le Bachar qui aidait le Hezbollah, ça c'était catastrophique. Donc il y a cette ambivalence dans la perception de Bachar, et il y a des données factuelles qui changent maintenant. La haine qui s'est incrustée dans le tissu au sens large syrien est telle qu'on sait que le régime qui succédera à Bachar aura au moins une caractéristique, c'est qu'il sera anti-Hezbollah. Et donc, les Israéliens peuvent éventuellement regarder différemment la naissance d'un régime. Mais ils savent aussi que, bon, il aura des poils au menton, etc., qui ressemblera à Hamas. Donc, c'est pour ça que je dis, la seule chose qu'on arrive à voir de façon explicite dans la posture d'Israël, qui évidemment influence les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France au premier plan dans leur gestion de la crise, c'est que, bon, ils se tuent entre eux. Ils se tuent entre eux, laissons faire. Hein. Alors, ils ont fait, juste pour dire les trucs les plus vicieux qu'ils ont fait récemment, il faut quand même le mentionner. C'est-à-dire qu'ils ont une politique d'un cynisme absolu, mais ils ont établi le contact avec l'ASL. Et ils ont soigné jusqu'à 1000 blessés par le Golan. Et moi, j'ai interviewé l'un d'entre eux, j'ai dit, vous étiez bien reçus? Il m'a dit, non. T'étais reçus comme des rois. Et à la fin, il nous donnait... Alors quand vous avez votre jambe qui est réparée sur un bloc opératoire par des médecins israéliens dans le nord d'Israël, que vous repartez chez vous avec 1500 de viatique dollars, il y a quelque chose qui a changé dans votre esprit. Et j'ai cité, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que c'était trop récent, mais un très haut fonctionnaire syrien en exil à Amman, qui m'a dit cette phrase, et je l'ai reproduite, enfin je l'ai reproduite oralement. Il a dit Israël a une page exceptionnelle de son... Israël pourrait
s'acheter le droit de vivre en paix dans la région en faisant très peu de choses. C'est-à-dire qu'en tant que Syrien, et croyez-moi, on n'était pas dans l'atmosphère manipulation de l'opposition, il a dit si moindrement il faisait pencher la balance d'un côté, on s'en souviendrait. Hein. Donc c'est aussi, ça fait partie de ce jeu extrêmement complexe, extrêmement vicieux, qu'à mon sens, on ne peut pas ramener à une variable, les Israéliens ont fait ci ou ils ont fait ça. Ils ont fait ci, ça, ils ont... Mais pour moi, il y a une logique dont nos pères nous parlaient. Mon père était journaliste depuis que j'étais enfant. Il nous disait, il répétait sans arrêt une chose. Vous savez ce qui peut déranger Israël le plus? On lui disait quoi, papa? Il disait, c'est d'avoir des pays arabes démocratiques autour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu depuis qu'on avait 5 ans. Et donc Israël ne s'intéresse pas et ne veut pas de démocratie dans le monde arabe. Donc ça, c'est d'une simplicité éblouissante. Non, et Israël a intérêt à ce que la guerre dure le plus longtemps, étant donné que c'est un pays qui a un ennemi qui s'autodétruit, disons, tout simplement. Bon, on peut, écoutez, on va passer à une deuxième partie. Je voudrais demander à François Burga. Oui, allez-y. Oui, juste une interrogation pour faire bref. Le bombardement massif, Grozny a été rasé à 98%, 400 000 habitants, à 98%. Une guerre qui a été une atrocité indicible, qui a écrasé ce pauvre peuple, et dans un contexte d'occultation qui rendait fou. Moi je me rappelle, j'allais en Tchétchénie à l'époque pour des raisons, soit d'un point de vue syndical, soit d'un point de vue humanitaire, ça rendait fou. Personne ne voulait savoir. C'est trop loin, on ne comprend rien, c'est musulman. Donc il y avait une islamophobie ici en France, récurrente et toujours prégnante. On ne comprend pas, c'est les musulmans. C'était des sunnites. C'était des sunnites. C'était des sunnites qui étaient... qui n'étaient pas des wahhabistes, qui n'étaient pas des salavistes, mais qui le deviennent aujourd'hui, mais qui étaient des soufis. Et donc, cet enseignement-là, paradoxalement, on ne se l'approprie pas pour réfléchir et comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Parce que du peuple tchétchène qui se battait jusqu'au dernier pour son indépendance et sa liberté, il n'en était jamais question. C'était toujours des questions géostratégiques, des questions... il était toujours question de géostratégique ou économique, ou alors le pire dans la gauche et dans l'extrême gauche, y compris ici en France, et on reproduit le même schéma, hein, l'impérialisme américain. C'était toujours des histoires de manipulation, etc. Et c'était profondément, comment dirais-je, déstabilisant et en même temps tragiquement inhumain. Et on est aujourd'hui dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a une normalité de la vie. C'est normal, maintenant c'est normal. C'est-à-dire la banalité du mal est véritablement inscrite dans nos têtes, et y compris dans les courants du mouvement ouvrier, y compris aujourd'hui en France. Et ça, c'est désespérant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est désespérant. Mais je m'étonne quand même qu'il n'y ait pas cette référence à ce qui s'est passé en Tchétchénie par rapport à la Syrie et ce que vit le peuple syrien aujourd'hui. Et je suis d'accord avec monsieur qui était intervenu tout à l'heure en disant ce printemps nous l'avons toujours à cœur et nous le vivrons. Et moi je pense en tant que syndicaliste que de toute façon il ne faut pas compter sur les Occidentaux, sur les impérialismes occidentaux, sur les impérialistes occidentaux et américains. Et malheureusement, il ne faut pas compter parce que jamais on a vu un impérialisme soutenir un peuple, comment dirais-je, et démunir les pauvres. Et les révolutions populaires ne sont pas soutenues par les grandes bourgeoisies. C'est là le paradoxe. On demande aux grands bourgeois
de soutenir une résistance. Merci. Alors, Puisse votre sagesse gagner tout le front de gauche, par exemple. Je vais pas dire quelque chose, vraiment. Vraiment. C'est-à-dire puisque tous nos amis ici ont un problème en ce moment, c'est-à-dire quand ils voient l'attitude du PC, du Front de gauche, etc. Et je sais que tu représentes un courant qui s'est exprimé avec force, ensemble, au sein du Front de gauche. Moi, je crois que c'est bon de dire quelques mots sur ça. Oui, je veux bien. Oui. Parce qu'on a beaucoup insisté sur les données géostratégiques. Un peu plus fort, un peu plus fort. On a beaucoup traité des données géostratégiques à juste titre, et c'est fort intéressant. Et il me semble qu'il y a un élément qu'il faut rajouter dans le paysage, c'est pourquoi cette situation dans la gauche française, dans le mouvement ouvrier, qui est une situation à la fois de division, puisque c'est vrai que les positions dominantes par rapport à la révolution syrienne sont soit des positions de complicité avec le régime ou de confusion totale, à l'exception du courant ensemble dans le front de gauche, qui a une position très nette de solidarité avec la révolution syrienne. Pourquoi cette situation? Et il me semble que là, on est obligé de vous donner tort partiellement sur, vous disiez, le problème est simple. Bien sûr qu'il n'est plus devenu simple dans la conscience, dans la perception que l'on en a. Et là, il y a tout un travail à faire pour restituer le véritable enjeu de ce qui se passe en Syrie. Et hélas, enfin, disons que la difficulté, c'est qu'il faut passer par cette complexité. Tous les éléments que vous avez avancés, il faut qu'ils soient restitués. C'est effectivement une tâche très importante de pédagogie, d'explication, pour montrer qu'il faut lever ces confusions, il faut lever ces propagandes qui sont des propagandes criminelles, qui brouillent totalement au niveau des explications qui sont données par les partis politiques, au sein des syndicats et dans les médias. Je vois l'autre jour au journal télévisé, on avait un reportage sur ce village chrétien qui était visiblement un reportage totalement manipulé par le régime et qui était présenté tel quel, brutalement. On voit le type de bombardement idéologique dont l'opinion est l'objet et tout le travail qu'il y a à faire pour renverser ça. Moi, je veux bien répondre un petit mot. J'ai fait, pour aller très vite maintenant, on se google les réponses, d'accord. En 2011, j'ai fait un petit texte qui s'appelle « Il faut protéger la Palestine de ses amis », qui était pour dénoncer, c'était anti-impérialisme pavlovien. L'expression n'est pas de moi, je ne sais pas qui, mais c'est vraiment ça. Et le pire de ce qui est arrivé à l'opposition syrienne, c'est que c'est la liste de ses mauvaises fréquentations. Peut-on soutenir des gens qui sont soutenus par l'émir du Qatar, par le roi d'Arabie Saoudite, par le Premier ministre britannique, par le président des États-Unis, et last but not least, dites-le pour moi, par Bernard-Henri Lévy. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, que de bonne foi, je rappelais l'autre jour, mais quand je me suis exprimé au Mucem, il y a une dame qui m'a stoppé dans l'amphithéâtre et qui, du fond de ses tripes et avec une conviction extraordinaire, et j'ai compris qu'elle était une militante du Front de gauche, m'a expliqué toutes les raisons qu'elle avait de penser que j'étais un agent israélien et que je faisais la propagande, etc. Mais elle le pensait. Et je lui disais, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle n'avait pas l'air d'une folle. Pas du tout. Elle était psychanalyste ou quelque chose comme ça. Et... Non, mais elle était psychiatre, elle était médecin. Je veux dire, elle avait un intellect naturellement développé. Et elle était arrivée à l'intime conviction que, bon, pourquoi? Parce que, effectivement, la configuration... Alors, la réponse, elle tient en une phrase. Ce n'est pas parce qu'une mobilisation protestataire légitime fait l'objet de tentatives d'instrumentalisation de forces politiques qui ne le sont pas, que cette mobilisation devient illégitime. Et si on ne dit pas ça, on déconnecte. Et tout le Front de gauche n'a pas fait la petite économie de cette reconstruction de l'altérité politique. C'est pas parce que des méchants essayent d'instrumentaliser des bons que les bons deviennent méchants. Et ça nous a donné cette posture anti-impérialiste pavlovienne. Il y a les États-Unis qui sont pas loin, il y a le Qatar, pensez-vous, il y a l'Arabie Saoudite, donc je suis contre.
Et ça, je peux vous dire que ça fait des ravages, y compris au sein de certains amis très chers, que je ne citerai pas ici, mais qui ont quelque part fabriqué cet atermoiement de la pensée militante occidentale en introduisant ce doute dont j'ai dit, mais effectivement je suis d'accord avec vous, mais notre boulot c'est de ramener tout le temps la matrice, de permettre de comprendre la simplicité. Une mobilisation protestataire légitime fait l'objet d'instrumentalisation, de tentatives d'instrumentalisation extrêmement complexes, d'autant plus complexes que les acteurs ne jouent pas leur partition habituelle. On s'est mis à défendre les peuples. C'est bizarre. Et donc, effectivement, un certain nombre de composantes du paysage militant européen et arabe, main dans la main, exactement, hein, allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les bas le bas aussi, quand vous défendez la Syrie, hein, avec les plus vieux clichés qui soient, eh bien, effectivement, il faut faire cette remise à jour intellectuelle qu'on ne fait pas... comment il s'appelle, Dumas, notre cher Dumas, son prénom, Roland Dumas, quand il nous dit que l'appel au peuple par Bachar est un geste courageux. Et donc, on reprend par là. Étant donné, s'il vous plaît, il nous reste 20 minutes, essayons d'en profiter. On est à 2 jours de la mascarade électorale syrienne, qui vient après la mascarade algérienne, après la mascarade égyptienne, mais là c'est avec une brutalité, avec des barils qui tombent sur les têtes des gens, des morts par dizaines par jour, et il y a une sorte de déprime générale que je constate, comme si toutes les issues sont bloquées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans l'état des forces actuelles, comme scénario de sortie de crise? On va où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut échanger un peu autour de cela? La parole est à la salle. Oui, relancez-la. Relancez la salle. Non, oui. ce qu'on peut dire, c'est quel est l'état d'esprit des puissances étrangères qui jouent un rôle important dans l'évolution du rapport de force militaire. D'accord? Les Saoudiens et les Qataris sont relativement conséquents avec leur engagement initial et continuent à aider militairement et de moins en moins inefficacement le front, notamment au sud. Les Américains sont entrés dans une logique qui semble être qu'ils ne souhaitent plus une victoire militaire de l'opposition, mais qu'ils souhaitent néanmoins relever les capacités militaires de l'opposition pour que le régime se trouve dans une situation de besoin de négociation. Bon, voilà déjà 2 éléments de variables. Je lisais ce matin dans le train une phrase, alors je ne sais pas où ce monsieur disait statistiquement, lorsqu'une opposition armée résiste aussi longtemps à un déséquilibre militaire, c'est qu'elle va gagner. Je ne sais pas quel est son raisonnement. Mais il existe encore des optimistes qui considèrent que la capacité... Il faut savoir, les victoires militaires du régime sont des victoires à l'arme lourde, sont des victoires au baril d'explosifs. Alors, si il y a des victoires sur le terrain, c'est le Hezbollah. Il y a eu une confessionnalisation du conflit, donc il y a des gens qui se battent avec l'énergie de leur appartenance religieuse, donc c'est pas... Mais l'armée syrienne ne peut plus, elle a eu des pertes considérables, jusqu'à 35 000 morts, on dit, j'ai appris ça ce matin, mais on dit que quand il y a 1 mort, il y a 3 blessés, donc vous multipliez par 3, généralement ça fait beaucoup de monde. L'armée a des difficultés à être présente sur tous les fronts, donc il ne faut pas se laisser... complètement asphyxié par la transaction qu'a fait l'armée de laisser le maquis de Homs, bon, de ce qui a pu apparaître comme une victoire à Homs consécutive à une victoire à Qusayr. Il n'y a pas que ça qui se passe sur le terrain. Il y a énormément au sol des conflits où le curseur est en faveur de l'opposition. Le mécanisme de fédération des groupes islamiques, au sein du Front islamique notamment, est tel qu'on a maintenant des composantes qui sont fonctionnelles. Donc voilà, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que ceux qui tiennent le robinet de l'armement souhaitent que les militaires de l'opposition augmentent, de sorte qu'il puisse y avoir une négociation politique. Alors que si elle avait lieu maintenant, ça donnerait du Genève 2, Genève 2 étant caractérisé par le fait que le gouvernement syrien n'a même pas voulu identifier
ses interlocuteurs comme étant syriens. Vous, le représentant du terrorisme international, bon, il faudrait qu'on arrive donc à une situation où une solution politique se dessine. Mais il y a d'autres gens qui pensent que les armes n'ont pas dit leur dernier mot. Bon, je ne sais pas si ça lance le débat. Oui. Oui, moi je vais être un peu optimiste. Il faut. Je crois que ce vote, ce pseudo-vote et cette farce absolue, finalement, Bachar s'est mis une balle dans le pied. Parce que jusqu'à présent, disons pour faire court, Bachar el-Assad était le président de la Syrie, puisqu'il a été reçu 14 juillet à Paris, etc. Il avait une sorte de légitimité. Il a décidé de dire, voilà, j'arrête ce mandat présidentiel qu'il avait, et à partir du 3 juin, je reviens devant les urnes, et là on s'aperçoit que ce vote est complètement bidon, puisque, bon, c'est l'appel d'ailleurs, le sens de l'appel qu'on fait là pour le 3, la moitié du pays ne va pas voter, enfin bon, on va pas, les conditions sont inimaginables, donc à partir du 3 juin, il n'est plus président de la Syrie. C'est ça qu'il faut communiquer. Il n'est plus président de la Syrie. Alors ça, moi je crois que c'est un élément important. Le deuxième élément qui me donne des signes, alors peut-être je me trompe, je suis idiot, quand même, depuis 15 jours, les États-Unis ont décidé de faire une représentation diplomatique du genre de l'OLP et aussi en Angleterre. Je me dis quand même, ou bien je dérape complètement, le fait de décider ces faits-là, d'avoir cette représentation diplomatique, ça veut dire qu'ils ne misent pas sur le maintien de Bachar. Ça veut dire que je me demande quand même si aujourd'hui, il n'y a pas une démarche qui, dans certains pays, où on va lancer le processus du départ de Bachar. Moi, j'ai un petit optimisme quand même. Voilà. Et tous le 3 juin. Oui. Alors, moi, je rejoins le fait que je suis plutôt optimiste. Donc, un peu de patience. Je voulais rejoindre l'idée sur laquelle, militairement, je suis plutôt optimiste. Effectivement, on remarque. Je voulais dire que j'étais plutôt optimiste du côté militaire, parce qu'effectivement, on remarque que le régime syrien affaiblit de jour en jour, et sauf changement brusque, je pense que militairement, on peut être optimiste. Sauf que je trouve qu'une grosse partie de la solution est de confectionner et d'avoir à quoi ressemblerait politiquement la Syrie de demain. Et je rejoins aussi François sur le fait que la Syrie de demain doit avoir une grosse composante islamique, parce que, voilà, pour toutes les raisons que vous avez pu citer. Et c'est là où moi je suis plutôt pessimiste, parce que cette composante islamique en Syrie est très décevante. Et on l'a remarqué ces 3 années-là, elle n'a pas été à la hauteur, elle s'est trompée plusieurs fois, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à participer, à faire créer cette dynamique politique qui peut faire penser et qu'on ait conscience finalement que le régime de Bachar el-Assad va changer pour un autre régime. Et c'est là où moi je suis plutôt pessimiste. C'était bon. Ok. Oui. Oui, je n'ai pas écouté la déclaration d'Obama de mercredi, mais je sais qu'il a parlé d'une 3e voie nécessaire. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, dans cette déclaration? Qu'est-ce que ce serait une 3e voie nécessaire? Des négociations. C'est ce que propose déjà la coalition, des négociations, une transition politique. Or, Bachar el-Assad la refuse. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme 3e voie qui s'imposerait à Bachar el-Assad? C'est justement de renforcer l'opposition pour qu'il négocie. La seule décision qu'ils ont prise un peu originale, c'est qu'en Arabie Saoudite, quand ils ont admis qu'il y aurait des moyens de défense antiaérienne et des missiles, ils ont commencé à être utilisés par un groupe dans la région de l'attaquer, des missiles anti-tanks qui sont d'une efficacité qui pourrait faire évoluer le rapport de force. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai entendu de bien nouveau dans leur démarche. Alors je pose une autre question, puisque les pays du Golfe ont quand même massivement donné de l'argent à la rébellion, pourquoi ne les ont-ils jamais dotés d'armes anti-aériennes? Peut-être pas pour ils n'ont pas les moyens, il y a un embargo américain. Non, ils n'ont pas l'autonomie. Ils n'ont pas l'autonomie décisionnelle. Au moins pour détruire des hélicoptères. Mais ils n'ont pas d'autonomie décisionnelle dans le domaine d'armement qu'ils ne fabriquent pas. Ils sont dans la main des États-Unis. C'est la chambre d'opération en Turquie qui décide
aucun des Émirats n'a l'autonomie de s'opposer aux Américains dans le domaine du niveau d'armement qu'ils font. Ça, c'est la réponse. Elle est... Quels seront les objectifs de la négociation souhaitée par les Américains? Quels seront les objectifs des Américains? La négociation souhaitée par les Américains. Selon toi, selon toi. Voilà. Dans tout ce qu'on a dit, il faut rajouter quelque chose que je n'ai pas assez cité, la préoccupation extrême des Américains à l'égard des djihadistes. Toute une série de mesures. Ils demandent le renforcement de la circulation à la frontière turque pour empêcher ils demandent d'une façon générale le renforcement de toutes les frontières pour mieux contrôler. Ils se soucient de Daesh, là-bas et dans les flux de retour. Alors ça, ils en rajoutent une couche dans toutes les négociations. Ça vient contrebalancer l'idée qu'il faudrait soutenir l'effort militaire. Mais jusqu'à présent, ce qu'il y avait de nouveau, c'est qu'il semblait avoir, sans le dire, abandonné l'idée d'une victoire militaire de l'opposition. Ça, c'est depuis au moins 1 an, depuis que Daesh s'est vraiment affirmé comme un acteur militaire important. Et le tout petit bémol qui est survenu depuis 1 mois à peu près, c'est qu'il ne peut pas y avoir de processus politique dans un état du rapport de force militaire tel qu'il est au lendemain de Homs. Voilà. Il y a des informations non confirmées que des contacts ont commencé à être établis sautables entre des services de renseignement occidentaux tels que le DGSE et les services de renseignement syriens au but de contrer l'importance des groupes djihadistes. Ce qui prouve d'ailleurs que les djihadistes... Donc ça risque, ça peut se développer pour prendre des dimensions plutôt politiques après. C'est-à-dire on commence par ça. Je sais pas, je pense. Oui, non, mais c'est vrai, ça a été dit, c'est pas un secret que les services français ont cherché à renouer le fil de la coopération sur le terrain du contrôle du flux de francophones ou de français allant sur le terrain. Oui, mais ça sera... Quelle importance ça a? C'est-à-dire la question, c'est la suivante, ça sera quoi le contre-prix demandé par les Syriens? Ils ne vont pas coopérer comme ça gratuitement pour les les Occidentaux. Non, mais ce processus, il fait partie du paysage. Je veux dire, bon, on est toujours à se demander est-ce qu'il ne va pas y avoir un revirement politique. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait un revirement politique des Occidentaux en faveur de Bachar, si c'est ça la question. Mais bon. On a tous les mêmes sources d'informations. Bah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je crois qu'on peut arrêter. Et François, est-ce que vous pouvez essayer? Ouais, si quelqu'un veut, mais c'est pas, on n'en fait pas une opération. Oui, non, c'est pas pour ça. Ouais, bien sûr, mais il faut donner qu'il y a des livres. Est-ce qu'il y a des livres? Oui, il y a des livres. Si quelqu'un veut acheter des livres, excusez-moi. Il y a la mise. Je vous signale. Venez tous, hein. Il y a un cocktail, vous restez, il y a un cocktail, on va enlever les chaises. Les gens qui souhaitent acheter des livres, ils sont là. Et monsieur François, il a un peu de temps, il va aller. Mes amis, le 14 juin, une soirée poétique. Une soirée poétique le 14 juin. Tu devras me faire à Paris.